Alors bonjour tout le monde. Donc pour cette inéquation, donc on commence par passer le 2 de l'autre côté. Donc ça nous donne 3x au carré plus petit ou égal à 8. Ensuite on divise par 3. Donc on obtient x au carré plus petit ou égal à 8 sur 3. Alors pas besoin de changer le sens de l'inégalité puisqu'on divise par un nombre positif, donc il n'y a pas de souci. Et donc pour avoir les x qui sont plus petits, enfin qui ont un carré plus petit que 8 tiers, là vous avez besoin d'avoir en tête la représentation graphique de votre fonction carré, hein. Donc votre parabole. Et donc si vous voulez, si vous avez 8 tiers sur l'axe des ordonnées et que vous cherchez les x qui vont vous donner un carré inférieur, et ben vous regardez déjà à quel endroit est-ce que c'est égal à 8 tiers. Bon, je fais le dessin vite fait, donc c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Donc les nombres qui sont là et là, donc c'est racine de 8 tiers et moins racine de 8 tiers à pas oublier. Et donc les x qui vont nous permettre d'avoir un x au carré plus petit, bah, c'est tous ceux qui sont sous cette droite là. Oui, je suis en train de parler, oui. Bah, si elle m'entend pas. Oui, les autres, vous m'entendez. Euh, bon. Et donc tous les x qui vont nous permettre d'avoir un x au carré plus petit que 8 tiers, donc c'est les abscisses des points qui sont sous la droite qui est là, donc c'est les abscisses de tous ces points-là, donc c'est tous les x qui sont entre moins 8 tiers, enfin entre moins racine de 8 tiers et racine de 8 tiers, c'est tous ceux qui sont entre les deux. Donc vous allez avoir, donc comme solution, c'est les x qui sont entre moins racine de 8 tiers et racine de 8 tiers. Et donc on n'oublie pas l'ensemble solution, grand S, donc de moins racine de 8 tiers. Hop, pas très joli. À racine de 8 tiers. Donc ça, on avait déjà résolu ce genre d'inéquation, mais bon, ça rejoint ce qu'on a dit la semaine dernière pour la résolution graphique d'une équation. Si vous avez en tête la courbe de la fonction carrée, vous pouvez appliquer le même raisonnement que les résolutions graphiques d'inéquation. On retourne sur notre activité, je sais plus combien, activité 2 de la feuille de route 4, donc, que vous avez fait chez vous. Donc je vais juste la corriger rapidement et vous m'interrompez si jamais vous avez des questions. Alors, feuille de route 4. Donc on avait vu dans les parties 1 et 2, on avait traité le cas des boîtes de conserve cylindriques, donc les boîtes de conserve habituelles. Non, j'ai oublié de fermer mon intervalle. Hop, hop. Non, ça va pas s'en aller ça. Alors pourquoi c'est pas bon? Ah oui. Décidément, je vais recommencer. Voilà. Donc activité 2. Et donc on avait déterminé euh, les, euh, les dimensions optimales pour avoir une boîte de conserve cylindrique
en utilisant le moins de métal possible. Bon, je réponds vite fait, attention. On avait obtenu donc une boîte avec une surface de métal minimale quand on prenait un rayon d'environ 5,13 cm et une hauteur de 10,28 cm. Alors pour ça, donc on avait regardé on avait un peu tâtonné, mais finalement on avait trouvé une formule là pour la, pour le volume en fonction du rayon qui était donné par donc, cette fonction-là. Donc 2pi fois la hauteur. La hauteur, on avait trouvé que c'était 850 sur le rayon au carré fois pi, plus 2pi fois le rayon au carré. Ah non, c'est un x aussi là, donc il y a un rayon aussi ici. Mais donc on avait un minimum atteint aux environs du 5 ici, donc qui donnait un volume de 850 millilitres, mais une surface de métal de 500, je sais plus combien. Mais donc, dans la partie 3, vous aviez donc à reproduire l'algorithme de la partie 2 en appliquant cette fois-ci ça à une boîte parallélépipédique à base carrée. Alors, vu le nombre très faible de personnes qui ont fait le Padlet, j'ai très peur au niveau du nombre de personnes qu'aurait vraiment fait cette partie 3, parce que je suis sûr que l'algorithme là, il n'y a personne qui a été y voir. Je vais pas tout recopier. Mais donc, il fallait calculer la hauteur, après on pouvait calculer la surface des couvercles, etc. Mais en tout cas, il fallait établir par un certain moyen une formule qui va nous donner le volume la surface de notre boîte. Donc comme on a une boîte parallélépipédique à base carrée, donc connaissant la longueur du côté, donc on appelle x le côté de notre boîte. Donc si on a un côté de taille x, ça veut dire que ma hauteur ici, si je veux un volume toujours égal à 850, bah là le volume de ma boîte c'est l'aire du carré ici fois la hauteur, donc x fois la hauteur, donc j'obtiens que h fois x au carré en fait c'est égal à 850, et donc pour exprimer la hauteur en fonction de x, ça me donne que la hauteur c'est 850 divisé par x au carré. Et maintenant qu'on sait ça, la surface elle s'obtient assez facilement, puisque on a grand S égale donc à la surface des... Oui, bah si le micro-bug, désolé, hein, j'y peux rien. Moi je peux pas résoudre les problèmes de connexion. Désolé. Donc la surface des deux couvercles si on veut, donc c'est deux carrés, donc on peut dire que c'est deux fois l'aire du carré de côté x, donc 2x au carré, plus alors l'aire du tour là. Alors il y a plusieurs façons de l'exprimer. Soit on fait un patron et on multiplie par le périmètre du carré comme on l'avait fait, si on veut raisonner de manière analogue par rapport à ce qu'on avait fait dans les parties précédentes. Mais sinon, on a quatre rectangles en fait de même dimension. Leur dimension c'est largeur de x et une longueur qui est h, donc qui est 850 divisé par x au carré. Donc finalement, on a 4 fois l'aire du rectangle qui a pour aire x fois 850
divisé par x au carré. On peut même faire la simplification ici si on veut. Donc ce qui nous donne une surface de 2x au carré plus 4. Donc là on a x en haut et là on a x fois x en bas, on peut en simplifier un des deux. Donc il ne nous reste qu'un seul en bas. Donc 4 fois 850 divisé par x. Alors, vous deviez... alors ça, donc c'est surtout pour la question 3, hein, déterminer une formule pour exprimer la surface de métal utilisée en fonction du côté x de la base carrée. Mais pour les questions 1 et 2, donc le programme, ce qu'on pouvait changer dedans, donc la hauteur, enfin plutôt que de demander un rayon, on demandait un x. La hauteur, ben, on faisait 850 divisé par x au carré, donc x fois 2, hein, je vous rappelle que le fois c'est pour faire une puissance en Python. Surface du couvercle, donc c'était x au carré là aussi, et donc on avait le s, donc la surface, en rentrant la formule qui est là, où on utilise le h si besoin. Donc si vous l'aviez fait, vous auriez pu, si vous l'avez fait, vous avez pu estimer donc la surface minimale de fer qu'on peut obtenir avec le rayon aussi. Alors, je vais l'afficher sur GeoGebra pour que ce soit, qu'on n'ait pas besoin de tâtonner et que ce soit plus facile à lire. Donc 2x au carré plus 4 fois 850 sur x. Je ne me suis pas trompé. Et ce qu'on peut observer pour cette courbe-là, c'est que son minimum, il va être atteint pour, on va dire, environ 9,5, mais vous pouviez être plus précis en utilisant l'algorithme. Mais ce qu'on observe surtout, et ça nous permet de répondre à la question... non, ça ne nous permet pas de répondre à la question 4, pardon. Ce qu'on voit surtout, c'est que la surface minimale qu'on peut obtenir, elle est de... si je place un point, a priori, elle va être de 538,39. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller plus bas, donc environ. Donc 538,39. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que ça reste plus grand que la surface qu'on avait obtenue pour notre boîte cylindrique, puisqu'a priori, ça avait l'air d'être 496,74 là pour la boîte cylindrique. Donc, et c'est ce que je voulais qu'on voit dans cette partie 3, si les fabricants ils utilisent des boîtes cylindriques et pas des boîtes parallélépipédiques, ce qui serait pourtant plus pratique pour les ranger, s'ils font ça, c'est parce que dans tous les cas, on arrivera à avoir une surface de métal plus faible euh, pour, euh, pour un même volume, on aura une surface de métal plus faible avec une boîte cylindrique qu'avec une boîte parallélépipédique. On n'arrivera jamais avec une boîte parallélépipédique à avoir le même volume qu'une boîte cylindrique euh, avec la même quantité de métal. Donc voilà pour cette partie 3. Bon, on n'a pas trop fait la question 4 puisque donc fallait utiliser la partie du tableau de valeur dans la calculatrice pour, ou alors la courbe si vous vouliez, pour pouvoir trouver cette surface minimale. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors le bilan. Donc, en changeant la valeur du rayon, la surface nécessaire change. La surface est fonction du rayon.
en étudiant le tableau de valeurs obtenu, enfin, ou alors l'algorithme, enfin, il y a plein de, ou alors la courbe, il y a plein de possibilités. Cela nous permet de trouver un minimum et ainsi d'optimiser la quantité de fer nécessaire et ainsi de réaliser des économies. Je vous rappelle que euh, le titre du thème, c'est comment optimiser. Et ce qu'on appelle optimiser, bah, c'est trouver finalement la valeur qui nous permet d'avoir ici le minimum de surface. Enfin, quand on dit optimiser, c'est rechercher un maximum ou un minimum et la valeur de l'antécédent pour laquelle c'est atteint. Donc, je vous laisse l'écrire et après on passera au cours. Ok, merci Jean. Ok, ça marche. Merci de m'avoir prévenu. Alors, je laisse encore 5 secondes. Ok, alors, retour sur le cours. Que je dois avoir quelque part normalement. Ah ben. Alors, bon, cours 8. Alors, donc après, donc la partie 1, donc la partie grand 2, variation et extréma. Euh, alors, je suppose qu'il y en a certains parmi vous qui ne savent pas ce que c'est que extréma. Alors, extréma, oui d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il faille un S. Extréma, c'est le pluriel de extrêmum. Et ce qu'on appelle un extrémum, c'est, bon, pour une fonction, mais même dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'il y a aux extrêmes, c'est-à-dire soit un maximum, soit un minimum. Donc l'appellation extrémum, ça regroupe minimum et maximum. Donc partie A, les définitions de fonctions croissantes, décroissantes et constantes. Donc définition intuitive ici, on dit que f est croissante sur un intervalle i lorsque si x augmente sur i, alors f de x augmente. Et par contre, on va dire qu'elle est décroissante sur un intervalle i lorsque si x augmente sur i, f de x diminue. Par exemple, ici, bon bah, je pense que l'exemple est assez clair. On voit bien ici qu'on a une fonction croissante sur l'intervalle 1, 4. Et par contre ici, on a une fonction décroissante. Donc si mon x, je le décale vers la droite ici, donc s'il augmente de valeur, bah là le f de x va bien augmenter. Par contre là, si le x, je le décale, s'il augmente, bah, par contre f de x va diminuer. Je précise aussi que quand on parle de croissance et de décroissance d'une fonction, il vaut mieux toujours préciser l'intervalle. Là, on a une fonction croissante sur l'intervalle 1, 4. Mais ça peut pas être. On est obligé de préciser puisque une fonction, elle peut pas être croissante ou décroissante en un nombre, enfin pour un seul nombre. Ça marche pas. C'est sur un ensemble de nombres à chaque fois. Donc on est obligé de préciser toujours l'intervalle. Alors remarque, donc f est croissante sur i lorsque la courbe monte sur i et elle est décroissante sur i lorsque la courbe descend sur i. Bon, ça c'est des choses que vous savez quand même. Lorsque sur un intervalle la courbe est horizontale, donc la courbe elle monte pas et elle descend pas non plus, on dit que la fonction est constante et on considère qu'elle est à la fois croissante et décroissante. Alors une fonction, si elle n'est pas constante,
enfin si elle est croissante sans jamais être constante, on va aussi dire qu'elle est strictement croissante, et euh, si elle est décroissante sans être constante à aucun moment, on dira qu'elle est strictement décroissante. Mais donc quand elle est constante, bah, elle est à la fois croissante et décroissante. Une fonction qui ne change pas de sens de variation sur un intervalle, donc si une fonction elle reste croissante tout le temps, ou alors si elle reste tout le temps décroissante, on dira qu'elle est monotone sur cet intervalle. Quelque chose qui est monotone, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc une fonction monotone, ce sera une fonction qui a des variations qui ne vont pas changer. Alors la définition d'un point de vue algébrique, puisque en mathématiques on a quand même besoin de définir les choses plus précisément que la courbe elle monte ou la courbe elle descend. Euh, donc soit f une fonction définie sur un intervalle i, et x1 et x2 deux nombres de l'intervalle i. Alors ce sera plus... enfin je vais montrer sur les exemples en même temps, ce sera plus simple a priori. Là, donc ma fonction qui est croissante, en fait si je prends un nombre x1 et un nombre x2 ici, et que je regarde leurs images, bah, si je prends le nombre x1 plus petit que le nombre x2, bah, forcément l'image de x1 va être plus petite que l'image de x2. Donc quand la fonction f elle est croissante, deux nombres i seront rangés dans le même ordre que leurs images. Par contre, pour les fonctions décroissantes, ben, on va avoir l'inverse qui se passe. Si vous prenez un nombre x1 et un nombre x2 plus grand que le x1, ben, si vous regardez les images, ben, ça va changer l'ordre. Il y a un croisement là qui se fait. Et donc f de x1 ici, ça va être plus grand que f de x2. Donc on aura pris x1 plus petit que x2, et pourtant on aura f de x1 plus grand que f de x2, donc les images seront rangées dans l'ordre inverse des antécédents. Et donc ça va permettre de caractériser des fonctions décroissantes. On fera des exercices là-dessus un petit peu plus tard. Donc définition d'un point de vue algébrique, soit f une fonction définie sur un intervalle i et x1 et x2 deux nombres de i. Si x1 est plus petit que x2 implique que f de x1 sera plus petit que f de x2, alors f est dite croissante sur i. Par contre, si x1 est plus... Ouais, là je me suis trompé. Si x1 plus petit que x2 implique f de x1 plus grand, hein, vous modifiez ceux qui ont imprimé, donc a priori tout le monde. Ici, il faut changer le sens de l'inégalité. Hein. Donc si x1 plus petit que x2 implique f de x1 plus grand que f de x2, je changerai la version numérique. Donc ceux qui l'ont imprimé pensez à changer. Alors donc f sera dite décroissante, enfin elle sera décroissante sur l'intervalle i. Bon, a priori, je vous embêterai pas trop avec ça, mais retenez ça puisqu'on l'utilisera dans les démonstrations. On va donc avoir... bon, j'enchaîne un petit peu là le cours, plutôt enfin, on fera pas beaucoup d'exercices là, mais enfin, je pense que c'est pas des choses c'est des choses qui restent assez intuitives a priori. Donc partie B, maximum et minimum d'une fonction. Alors les définitions intuitives, donc sur un intervalle i, le maximum d'une fonction f est la plus grande des valeurs prises par f de x. Le minimum d'une fonction f, c'est la plus petite des valeurs prises par f de x. Et un extrémum, donc comme je vous le disais, c'est le terme générique pour désigner un maximum ou un minimum. Alors par contre, la définition d'un point de vue algébrique, donc dire que f admet un maximum en petit a sur l'intervalle i, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. Donc là, si on prend un x égale à petit a, bah, on atteint le maximum grand M de la fonction. Pour le caractériser algébriquement, on va dire que, enfin ça va signifier qu'il existe un réel grand M tel que pour tous les x dans l'intervalle i, bah, f de x sera plus petit que m, et donc m c'est l'image de a. Donc m égale f de a. C'est-à-dire qu'il existe un nombre tel que bah, si on prend le x n'importe où dans l'intervalle, on aura forcément une image qui sera plus petite, évidemment, puisqu'on a un maximum. Et par contre, si on a un minimum, par exemple ici un minimum en petit b,
et ben ce minimum, donc petit m ici, il signifie, enfin il implique que peu importe le x qu'on prend, ben, on aura f de x plus grand que ce petit m. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc il existe un réel petit m tel que pour tout x dans l'intervalle i, on aura forcément f de x plus grand que ce minimum petit m. Et donc, ben, ce petit m, c'est l'image de notre petit b si on a le minimum en b. Euh, Aussi, enfin, petite précision, si vous avez votre fonction par exemple qui fait ça bug un peu, qui fait quelque chose comme ça, non, je vais pas faire quelque chose comme ça plutôt, euh, et que donc là vous avez le point pour lequel vous avez le maximum. Si ce maximum là vous avez 10 par exemple sur l'axe, et par contre ici vous êtes en 8 par exemple. Euh, donc au niveau du vocabulaire, on dira que le maximum, c'est un maximum qui vaut 10, ou on dira qu'on a un maximum de 10. Par contre, on dira qu'on a un maximum atteint en 8, ou alors on dira qu'on a un maximum en 8. Donc faites bien attention à la distinction entre maximum de quelque chose, où on donne sa valeur, et maximum en quelque chose, pour lequel on donne la valeur pour laquelle ce maximum est atteint. Donc quand on dit maximum de, on dirait maximum de 10 ici, donc c'est sur cet axe, et on dirait un maximum en 8, donc sur cet axe-là. Donc voilà pour maximum et minimum, et on en arrive au tableau de variation. Alors, on en avait fait un déjà dans notre, dans notre activité. Donc un tableau de variation regroupe toutes les informations concernant les variations d'une fonction sur son domaine de définition. Alors la méthode, et on fera l'exemple en même temps pour mieux comprendre. Donc un tableau de variation comporte deux lignes. Donc, les deux lignes ici. Donc aux extrémités de la première ligne, on trouve les bornes du domaine de définition de la fonction. Alors ici, les bornes, enfin, est-ce que vous pouvez me donner là les bornes de l'intervalle de définition de la fonction? Qu'est-ce qu'on a comme borne pour notre intervalle de définition? Donc ça va être la ligne des x. Les x, ils ont des valeurs entre quoi et quoi? Ok, très bien. Hein, les x ici, ils vont de moins 2 jusqu'à 3. Donc ce sera les bornes de notre intervalle de définition. Donc on le met dans cette ligne-là, la ligne des x. Donc on va de moins 2 jusqu'à 3. Euh, et entre les bornes, hop là, entre les bornes, on place d'éventuelles valeurs particulières. Alors, c'est des valeurs particulières pour x, mais on va peut-être faire l'étape d'après avant de faire celle-ci, on verra à quels endroits on a des valeurs particulières ici au niveau des variations. Euh, mais donc le sens de variation de la fonction, il est indiqué sur la deuxième ligne par une ou plusieurs flèches sur les intervalles où elle est monotone. Donc croissante pour dire, enfin une flèche qui monte pour dire qu'elle est croissante et une flèche qui descend pour dire qu'elle est décroissante. Donc là votre fonction, on voit qu'elle commence par monter, ensuite elle descend et après elle remonte. Donc on va commencer par une flèche qui monte, ensuite une flèche qui descend et ensuite une flèche qui monte. Alors, il faut essayer que ce soit quand même bien réparti. Euh, et donc ensuite, on va pouvoir préciser donc, les intervalles. Euh, Par exemple ici, non, elle n'est pas constante. Non, pourquoi est-ce qu'elle serait constante? Alors, elle est pas monotone, puisqu'elle n'est pas constante partout, elle n'est pas décroissante partout, mais elle n'est pas, non, elle n'est pas constante. En fait, quand je disais qu'elle était constante, enfin, oui, oui, je vois pourquoi tu me dis ça. Euh, Quand je disais qu'une fonction elle est considérée constante,
enfin quand elle est constante, elle est considérée comme croissante et décroissante en même temps. En fait, c'est sur le même intervalle. Euh, Par contre, là, elle n'est pas croissante. Enfin, il y a des endroits où elle est croissante et il y a des endroits où elle est décroissante. Mais il n'y a pas d'endroit où elle est à la fois décroissante et croissante. C'est pas au même endroit. Non, non, les fonctions constantes, c'est celles pour lesquelles c'est tout plat. Hein, c'est les droites horizontales. Il n'y a que celle-ci. Là, on voit qu'il y a des variations. Hein. Ça monte, ça descend, etc. Donc non, non, elle n'est pas constante. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici pour dire donc qu'elle est croissante de -2 jusqu'à combien? C'est jusqu'à combien que ma fonction est croissante? De -2 jusqu'à... Alors, elle n'est pas croissante jusqu'à 3. Hein. Là, elle augmente, mais elle va pas augmenter jusqu'à la fin. Elle va augmenter jusqu'où? Jusqu'à quel x? Ah, t'as peut-être regardé les y. Voilà, c'est plutôt le -1. Là, on est sur la ligne des x, donc c'est le... Si on regarde, si on parcourt les x, donc entre -2 et -1, bah, vous avez une fonction qui est croissante. Voilà, ça reste de la lecture graphique. Je pense qu'effectivement, c'est pile -1, il n'y a pas de souci. Donc de -2 jusqu'à -1, c'est croissant. Ensuite, la fonction, elle est décroissante de -1 jusqu'à combien? Donc là, on descend, et on descend jusqu'à quel x? Voilà, on va descendre jusqu'à 2. Ça marche, donc on l'indique ici. Et ensuite, bah, elle est bien croissante de 2 jusqu'à 3. Hop. Euh, alors, les valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas définie sont indiquées par une double barre verticale sur la deuxième ligne. On en reverra un peu plus tard. Et donc, quand vous avez un x pour lequel il n'y a pas de valeur, pour lequel c'est pas possible de calculer l'image, bah, vous mettez une double barre comme ça euh, pour l'indiquer. Et on en verra des exemples après. Mais là, c'est pas le cas, hein. Il n'y a pas de x pour lequel on n'a pas d'image, donc on ne peut pas le faire ici. Et donc, dernière étape, on indique au bout des flèches les images des valeurs de la première ligne. Donc, au bout des flèches, donc ici, on met l'image de -2. Alors, on va faire de l'à peu près. Alors, c'est quoi l'image de -2? Mais je dirais plutôt 1,5 quand même. On a l'air bien au milieu là. Donc 1,5 ici pour l'image de -2. Alors ensuite l'image de -1. Hop. Donc là on doit être à 3, on va dire 3,3 environ. Après l'image de 2, donc on est à -1, quelque chose. Donc on va dire -1,2 si ça vous convient. Et ensuite l'image de 3. Donc là je dirais qu'on est à 0,7 à peu près. Voilà. Vous avez compris pour tout le monde là pour les images? Ok. Donc finalement, bah, vous obtenez un tableau qui résume les variations de votre fonction f. Donc bah, c'est pour ça qu'on appelle ça un tableau de variation. Mais donc quand vous avez le tableau de variation, vous pouvez en déduire l'allure générale de la courbe en fait. Vous avez une fonction entre -2 et -1, elle va augmenter de 1,5 jusqu'à 3,3. Après de -1 à 2, elle va diminuer de 3,3 jusqu'à -1,2 et après elle va réaugmenter de -1,2 jusqu'à 0,7. Alors pour appliquer ça rapidement, un petit exercice.
Euh, ouais. Bon, c'est pas très drôle parce que attendez. Ouais, bon, le 43, page 288. Donc vous avez une courbe, là encore. À vous de faire son tableau de variation. Donc même chose que l'exemple qu'on vient de faire. Donc une ligne pour les x et après une ligne pour les variations. Alors le mieux c'est de faire assez large. Alors pour les x, vous pouvez faire ça sur une ligne. Par contre pour les variations, dans votre cahier, enfin sur votre feuille, prenez une taille de 2 lignes quand même. Sinon ce sera trop serré. Donc variation de f. Bon, je vous laisse 2 minutes là pour faire ça, après je corrige. Et pour ceux qui auront fini, ce sera l'exercice 45. Donc on commence par donner l'ensemble de définitions, donc les bornes de l'ensemble de définitions. Ici, votre fonction, l'ensemble de définitions, donc l'ensemble des antécédents, donc c'est les x de moins 6 jusqu'à 5. Alors après les variations, donc vous avez une fonction qui est tout d'abord décroissante jusqu'à moins 2. Ensuite, ça monte jusqu'à 1, enfin jusqu'à x égale à 1. Et après, ça va descendre jusqu'au 5. Ensuite, on met les images. Donc l'image de moins 6,
Ça va être 5. Alors faites bien attention, il faut que ce soit en face. Chaque X et son image, il faut que ce soit sur la même colonne. Voilà, l'image de moins 2 c'est moins 3, très bien. Ensuite l'image de 1, 3, ok. Et l'image de 5. Moins 1, parfait. Hop. Bon. J'espère que c'est compris là pour cet exemple. Bon, une fois que vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose. Enfin, c'est plus très dur après. Juste, il ne faut pas confondre donc ce qu'on met ici et les nombres qu'on met ici. Il faut bien, comment dire, faut bien savoir à quoi ça correspond. Ça, en gros, c'est les x et ça, c'est les f de x, c'est les images. Donc, c'est ce qu'on va lire sur l'axe des y plutôt. Donc, exercice 45. Un petit peu la même chose, mais par contre, vous avez plus de courbe, donc il va falloir utiliser les informations qu'on vous donne. Donc on vous dit que vous avez une fonction f définie sur l'intervalle 0,5. On suppose que f est croissante sur l'intervalle 0,2 et sur l'intervalle 4,5, et elle est décroissante sur l'intervalle 2,4. Et on a plusieurs images. On sait que f de 0 c'est égal à 1, f de 2 c'est égal à 3, etc. Alors, dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc là, vous avez une fonction f définie sur 0,5. Donc ça, c'est l'intervalle de définition. Donc les x, ils vont de 0 jusqu'à 5. Sur l'intervalle 0,2, vous avez une fonction f qui est croissante. Et sur l'intervalle 4,5 aussi. Et par contre, sur l'intervalle 2,4, elle est décroissante. Donc ça nous donne quelque chose comme ça pour les flèches. Et après, on n'a plus qu'à lire ce qu'on vous donne ici comme image. Donc l'image de 0, c'est 1. L'image de 2, c'est 3. L'image de 4, on vous dit que c'est moins 1. Et ensuite, l'image de 5, ce sera 0. Alors aussi, quand vous avez un tableau de variation, on verra que les images, parfois, il faut les calculer nous-mêmes. Donc ce qui peut permettre de vérifier en quelque sorte qu'on ne s'est pas trompé, c'est
de s'assurer que quand on a un nombre ici et que ça augmente, bah, il faut bien que le nombre qu'on mette là, il faut bien qu'il soit plus grand, hein. Donc là, ça monte de 1 jusqu'à 3, donc il n'y a pas de souci. Par contre, on aurait mis par exemple que ça montait de 1 jusqu'à moins 10, bah ça c'est pas possible, hein. Votre fonction elle peut pas augmenter jusqu'à moins 10. Donc là, ça augmente jusqu'à 3, après ça descend jusqu'à moins 1 et ça remonte jusqu'à 0. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Alors, question 2, tracer une représentation graphique possible pour la fonction f. En utilisant les informations, essayez de tracer l'allure de la fonction f donc dans un repère. Euh, alors, il n'y a pas une seule possibilité, hein, mais il faut en tout cas que ça vérifie toutes ces conditions-là. Juste. Document graphique. Donc, vous faites vos axes rapidement. Donc, je vous laisse 2 minutes là avant de faire une des possibilités. Donc il va falloir faire une fonction qui a des images pour les x de 0 jusqu'à 5. Alors le plus simple, c'est de partir des images là, de placer nos points, sachant qu'ici, pour x égale à 0, on sait que l'image ça va être 1, donc on sait que ce point là, il va faire partie de notre courbe. Ensuite, l'image de 2, il faut que ce soit 3. Et si on sait ça, bah, a priori, on n'a pas le choix. On va être obligé de toute façon de faire une fonction croissante ici. Ensuite, l'image de 4, c'est moins 1. Et l'image de 5, c'est 0. Alors, il y a une autre information qu'on vous donnait dans l'énoncé, c'est qu'il faut que f de 3 ce soit égal à 0 aussi. Donc, on aura aussi un point ici. Et donc, normalement, si on fait si on fait pas trop de variations originale, on devrait avoir ce qu'il faut. Donc une fonction croissante jusqu'à 2 et ensuite décroissante. Hop. Bon, moi ce sera un peu tremblant. Jusqu'à 4 et ensuite croissant jusqu'à 5. Alors il y a plein de possibilités, hein, évidemment.
Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un moment, par exemple ici, où ça descend, hein. Il faut que ça monte sans arrêt. Et après, il faut que ça descende tout le temps. Euh, bon, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir répondre à la question 4. À la question 3, pardon. Donc, l'équation f de x égale à 4 admet-elle des solutions? Alors oui ou non? Est-ce qu'on a des solutions pour l'équation f de x égale à 4? Allez, dites-moi rapidement. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Alors, il y a plusieurs façons de le voir, hein. Soit on regarde la courbe qu'on a faite, soit on regarde le tableau de variation. Bon, personne ne veut se mouiller? Alors, je veux juste que vous me disiez oui ou non, hein. Je vous demanderai pas plus d'explications parce que sinon ce serait trop long. Non, ok, très bien. Donc non, effectivement. Alors, on vous demande de justifier. Là, ce qu'on peut dire, c'est que on voit dans le tableau que les f de x, bah, ils passent de 1 à 3 et ensuite ils descendent jusqu'à moins 1 et ils remontent jusqu'à 0. À aucun moment on va être assez haut pour atteindre 4, puisque là finalement le maximum il sera de 3. Donc vous avez f de x qui est toujours plus petit ou égal à 3, mais comme ça ne dépasse pas le 3, on est certain qu'il n'y a pas de moment où ça vaut 4. Si on veut regarder sur le graphique, on voit que si on trace la droite d'équation y égale à 4, bah, on voit que notre fonction, enfin la courbe de la fonction, ne va jamais atteindre cette droite, donc on n'a pas de solution. Alors sur quel intervalle est-ce que les images f de x sont négatives? Donc on a f de x plus petit ou égal à 0 sur quel intervalle? Et on s'arrêtera là-dessus. Donc pour l'intervalle, ne mettez pas de crochet, hein, tant pis. Mettez-moi juste les bornes. Bon, ça se voit assez bien sur le... Voilà, très bien, merci Noé. Hein, sur l'intervalle. 3, 5, parfait. Alors là, on vous demande des négatives et pas strictement négatives. Donc on peut inclure le 3 et le 5, puisqu'on peut se dire que 0 c'est une valeur négative quand même. Donc là, on a des valeurs positives, là, puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. Et au moment où on passe dessous, bah, c'est là que vous avez les valeurs f de x négatives. Ça marche. Donc on va s'arrêter là-dessus. Alors, j'ai plusieurs précisions à vous faire pour la prochaine fois. Donc les exercices, je vous les donne, même si je les mettrai sur Pronote. Donc 51, page 262. Alors, exercice 25 à 28, page 231. C'est des équations à résoudre, donc ça devrait aller assez vite. Et ensuite 42 et 44, page 288. Donc là, ça reprend exactement, quasiment ce qu'on vient de faire là sur ces deux exercices. Par contre, comme je constate quand même que vous êtes très peu nombreux, ah bah, il y en a déjà qui sont partis d'ailleurs. Enfin, bon, je récapitulerai ça sur Pronote de toute façon. Comme vous êtes très peu nombreux là aux classes virtuelles et que quand
quand je demande à certains de m'envoyer des exercices, il y en a qui découvrent qu'il y a des exercices à faire, donc j'en ai un petit peu marre, même si je m'adresse pas forcément à vous, enfin les 5 présents là, mais je m'adresse plutôt à ceux qui ne sont pas là. Mais donc ce sera si jamais ils regardent la vidéo YouTube un jour, parce que ça aussi, il y en a vraiment très peu qui regardent. S'il y en a un qui regarde à chaque fois, euh, c'est euh, c'est un miracle. Donc les exercices de chaque jour là, plutôt que de demander à une personne au hasard à chaque fois, puisqu'il y en a certains qui font les exercices que quand je leur demande à eux. Donc il y en a certains en 2 mois là, ils ont fait un exercice de maths. Et encore, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont recopié sur d'autres. Donc c'est juste pas possible. Donc pour que je contrôle un petit peu plus, vous enverrez tous vos exercices à chaque fois en photo. Alors pas par mail parce que sinon je vais être submergé de mails. Je mettrai un lien sur Pronote dans le cahier de texte. Vous avez juste à cliquer dessus et je mettrai une petite liste de consignes, mais vous avez juste en fait ça vous redirige vers Dropbox. Vous avez juste à cliquer sur joindre des fichiers. Alors vous pouvez le faire sur votre ordinateur ou sur le téléphone, ça marche aussi. Là, vous prenez une photo ou vous trouvez une photo dans vos fichiers et vous appuyez sur. Après, il faut me préciser votre prénom et une adresse mail. Mais vous pouvez mettre une adresse mail bidon, c'est pas important. Vous l'avez déjà fait ça hein, pour le premier devoir maison. Je sais pas si vous vous souvenez. Et après, vous appuyez sur envoyer ou je sais plus comment c'est. Mais ça me l'enverra sans problème. Donc sans avoir besoin de rédiger un mail à chaque fois. Donc ce sera quand même plus pratique. Voilà. Donc je transmettrai ces informations aux autres. En tout cas, merci à vous de quand même venir, même si tout le monde ne participe pas en classe virtuelle. Donc je vous souhaite un bon week-end et bon courage pour les exercices. Et donc n'oubliez pas de les envoyer après.